Aujourd'hui, je vous emmène en Russie à la découverte de l'un des personnages les plus mystérieux de l'histoire. Je veux bien entendu parler de Rasputin. C'est un personnage très énigmatique et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour de lui. Par exemple, il aurait survécu à une balle dans la tête ou encore il aurait failli empêcher la Première Guerre mondiale. Bon, on va découvrir ça aujourd'hui. Grégory ou Grégoire, c'est comme vous voulez, Rasputin naît en 1869 dans un village paumé de Sibérie. Il a un frère, Michel, et ensemble ils s'entendent plutôt bien, ils font pas mal de conneries ensemble. Et un jour les deux vont tomber dans une rivière, qui est assez froide, on est en Sibérie, et les deux vont choper la pneumonie. Michel lui meurt, et Rasputin lui va réussir miraculeusement à s'en sortir, et on raconte même qu'il aurait eu une vision de la Vierge Marie. Et c'est à partir de cet événement et de la mort de son frère qu'il va se tourner vers le mysticisme et l'occultisme. Et c'est ce qui va le pousser quelques années plus tard à se tourner vers la religion. Et donc à partir de là, son but dans la vie, ça va être de devenir une sorte de Jésus local, c'est-à-dire qu'il va se balader et va résoudre quelques problèmes et accomplir des soi-disant miracles. Puisqu'en effet, Rasputin était connu pour ses dons de voyance. En 1890 à 21 ans, ils se marient et ensemble ils vont avoir un fils, mais qui va mourir au bout de 6 mois. Et donc à partir de là, il va devenir un peu alcoolique et traîner dans les bars et coucher un peu avec n'importe qui. Et il fout tellement le bordel dans son village qu'il va finir par se faire bannir pendant 1 an. Et pour lui ça tombe bien parce qu'il va enfin pouvoir commencer sa vie de mystique, celle qu'il rêvait tant depuis qu'il est jeune. Et du coup pendant plusieurs années il va se balader de monastère en monastère, parce qu'il faut savoir que Rasputin à la base il est évêque, et c'est là qu'il va développer ses talents de clairvoyance. Et plusieurs années après donc il rentre dans son petit village, alors qu'il était censé être banni que 1 an, et de là il va ouvrir son espèce de chapelle privée. Bon là il va faire ses petites affaires d'évêque, mais on raconte que la plupart du temps ça virait plutôt à l'orgie. Parce qu'en fait Rasputin a une philosophie de vie un peu particulière et bien à lui. Pour lui, il faut vivre dans le péché pour pouvoir ensuite atteindre la rédemption. Rasputin a également des talents de guérisseur, et justement, l'un de ses amis évêques va lui proposer de se rendre à Saint-Pétersbourg pour pouvoir exercer ses talents. Et donc en 1903, Rasputin débarque à Saint-Pétersbourg, qui était à l'époque la capitale russe. Très vite, avec son style un peu particulier, ses grosses mains et ses vêtements de paysan de Sibérie, il va intriguer la noblesse. Il va donc se faire des contacts dans la noblesse, et va grimper assez rapidement l'échelle sociale russe, jusqu'à se retrouver reçu par la famille du tsar. Puisqu'en effet, le tsar et la tsarine, donc Nicolas II et Alexandra, ils n'arrivaient pas à avoir un fils depuis déjà très longtemps. Jusque-là, ils avaient eu que des filles. Sauf que, miracle, ils ont réussi à avoir un fils, sauf qu'on s'est rendu compte rapidement qu'il était hémophile. Alors, l'hémophilie, c'est une maladie qui fait que ton sang coagule très mal. Donc, la moindre petite coupure peut virer à l'infection, ou encore même un hématome peut virer à une hémorragie interne. Donc, généralement, les hémophiles vivent pas très longtemps. Et Rasputin est donc appelé parce que le fils vient de tomber et ça fait plusieurs jours qu'il agonise. Les médecins pensent qu'il en a plus pour très longtemps. Rasputin arrive, se met à son chevet, prie et ses douleurs disparaissent. Donc normal pour sa mère c'est un miracle et à partir de là Rasputin devient un proche de la famille royale. Rasputin va donc alors devenir pendant quelques temps l'espèce de médecin officieux du tsarevitch. Sauf que Rasputin se met à dos un peu tout le monde, à commencer par l'église, du fait de ses pratiques pas forcément très catholiques. Même s'ils sont pas catholiques, ils sont orthodoxes, mais vous avez compris l'expression. Bref. Rasputin décide donc de quitter Saint-Pétersbourg et d'aller faire un pèlerinage à Jérusalem. Il est donc de retour en Russie, mais comprend vite que ça chauffe et décide de partir tranquille dans son coin, dans son petit village de Sibérie. Sauf qu'il reçoit plusieurs messages de la tsarine qui lui demandent absolument de revenir et qu'elle a besoin de lui. Sauf qu'il refuse de revenir à Saint-Pétersbourg et lors d'un voyage, le tsarevitch Alexis se blesse à nouveau. Et il est encore au bord de la mort. De là, Rasputin est informé par un télégramme et va décider de prier pour lui à distance. Bon, ça peut sembler un peu fou, mais les douleurs disparaissent. Donc encore une fois, pour la mère d'Alexis, c'est un miracle, et donc elle veut absolument le faire revenir à Saint-Pétersbourg. Rasputin regagne donc sa place au sein de la famille royale, et du coup est de plus en plus détesté, et la famille royale également. Parce que Rasputin, il a un avis sur tout, c'est lui qui conseille le tsar sur les finances, sur la communication, sur à peu près tout en fait. La Russie va alors se diviser en deux, c'est un peu une espèce de crise politique, mais en même temps de crise un peu people. D'un côté, il y a les pro-Rasputin, ceux qui le voient comme un grand homme, un prophète, et qui a quand même sauvé la vie du tsarevitch. Et de l'autre, il y a les anti-Rasputin, qui eux le voient comme une sorte d'antéchrist. Et on va même essayer d'aller l'assassiner, il y a une déséquilibrée qui lui tire dessus, et il survit. Et pour l'anecdote, le chirurgien qui l'a soigné, donc après sa tentative d'assassinat, va un peu gueuler sur tous les toits comme quoi Rasputin aurait une petite bite. Parce que le truc à savoir, c'est qu'en fait, le pénis de Rasputin, c'est aussi tout un mystère, et il a même une page Wikipédia. Puisqu'on raconte qu'il mesurait autour de 30 cm, et on l'aurait conservé dans le formol, et qui serait aujourd'hui conservé à Moscou. Bon, sauf qu'en vrai, alors il y a cette image, mais on n'est pas vraiment sûr que ce soit vraiment le sien, ou même si ça soit un pénis humain, ou même certains parlent d'un concombre de mer. Donc on sait pas.
Et là, on est en 1914. Et vous savez ce qui se passe en 1914 ? C'est la merde. C'est à ce moment-là qu'a lieu l'assassinat de François Ferdinand, l'archiduc d'Autriche-Hongrie. Et là, c'est trop long pour expliquer en une seule vidéo ce qui se passe. Mais en gros, c'est ce qu'on appelle le jeu des alliances. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Du coup, l'Allemagne déclare également la guerre à la Serbie. Et comme la Serbie est alliée de la Russie se retrouve alors obligée de déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne. Sauf que c'est à ce moment-là que Raspoutine intervient auprès de Nicolas II en lui disant « S'il te plaît, déclare pas la guerre, ça va être la merde ». Sauf que là, du coup, Nicolas II en a eu un peu rien à foutre et a déclaré la guerre à l'Allemagne, ce qui a conduit à la déclaration de guerre entre l'Allemagne et la France, entre l'Angleterre et l'Allemagne, et vous connaissez la suite, la Première Guerre mondiale. Donc il faut savoir que Nicolas II, il écoutait tout le temps Raspoutine, mais cette fois-ci, il a décidé de ne pas l'écouter. Est-ce que s'il l'avait écouté, on aurait empêché la Première Guerre mondiale ? Probablement pas, mais c'est intéressant de le savoir. Et donc pendant la guerre, il va jouer un peu une sorte de rôle de conseiller. Sauf que du coup, il est haï de plus en plus, parce que dès qu'il fait une connerie, tout lui tombe dessus. Parce que Raspoutine est extrêmement proche de la femme du tsar, et donc on l'accuse de coucher avec elle. Mais également, pendant la guerre, c'est à ce moment-là qu'on s'est rappelé que la femme du tsar était allemande. Donc du coup, forcément, il y a accusation d'espionnage, et c'est là que tout va s'envenimer. Et de là, rappel, il a des talents de clairvoyance, il va avoir une espèce de prémonition. Et il écrit au tsar concernant sa prémonition en novembre 1916. Dans ce qu'il écrit, il dit qu'il sera certainement, voire il est complètement sûr en fait, de se faire assassiner d'ici la fin d'année. Mais c'est pas tout. Il lui dit que s'il est assassiné par des nobles, alors le règne de Nicolas II est foutu et il se fera assassiner par son peuple. Par contre, si lui, Raspoutine, se fait assassiner par des hommes du peuple, alors Nicolas II n'a rien à craindre et tout va bien se passer pour lui. C'est là qu'il faut que je vous parle de Félix Youpozov, un jeune homme issu d'une famille qui déteste Raspoutine. En effet, son père était gouverneur de Moscou et il a été démis de ses fonctions à cause de Raspoutine. Du coup, Félix va avoir comme plan de l'assassiner. Il va donc petit à petit se rapprocher de Raspoutine et ils vont devenir amis. Jusqu'au jour où il l'invite à venir manger chez lui. Et vous vous en doutez, c'est là que ça va capoter. Donc Félix l'accueille chez lui pour manger dans un sous-sol. Bon, déjà c'est louche, et la bouffe en question est remplie de cyanure. Le cyanure, c'est un poison très puissant, très mortel, et qui tue un homme avec une toute petite quantité. Sauf que le gars va bouffer tout son repas, et il ne se passe absolument rien. Du coup, Félix, normal, panique un peu, et lui dit « Attends, bouge pas, je reviens », et remonte en courant pour prévenir ses complices qui l'attendaient à l'extérieur. Normalement, les complices attendaient dehors pour savoir quand remonter le cadavre, sauf que là, apparemment, il est encore vivant. Du coup, Félix commence à avoir des doutes, parce qu'il s'était fait un peu une bonne amitié avec Raspoutine. Et puis il trouve ça pas cool d'inviter un gars chez lui pour ensuite le buter. Sauf qu'il va quand même décider d'aller jusqu'au bout de son plan foireux, prend une arme et descend dans le sous-sol. Il arrive alors que Raspoutine ne se doute de rien, et lui tire plusieurs balles dans le torse. Raspoutine s'effondre, inerte. Bon, jusque là on pourrait penser que c'est fini, sauf que non. Les complices remontent donc pour aller chercher de quoi remonter le cadavre, et Félix lui reste seul dans le sous-sol avec le corps. Sauf que là il tourne du coin de l'œil et a l'impression de le voir bouger. Bon, il se dit, calme, c'est juste le stress, puisqu'il le regarde, il voit bien qu'il bouge pas. Mais dans le doute, va quand même aller vérifier. Il s'approche de lui et Raspoutine ouvre les yeux. Il ouvre les yeux et le chope par le col. Donc, normal, Félix est terrifié et remonte en courant, limite en pleurs. Il va donc chercher en haut les complices pour pouvoir enfin l'abattre et se débarrasser définitivement de Raspoutine. Sauf que quand ils arrivent en bas, plus rien. Alors en fait, il s'était barré par une fenêtre et il était dans la rue et donc il le retrouve. Il est en train de tituber. Normal, il s'est pris plusieurs balles et le cyanure commence un petit peu à faire effet. De là, il l'attrape et lui colle une balle dans la tête. Il récupère le corps, l'emballe et le jette dans la rivière. Normalement, c'est bon, c'est fini, Raspoutine est mort. Sauf que c'est pas tout. Le corps sera récupéré quelques temps plus tard et une autopsie sera faite. Et on découvrira de l'eau dans ses poumons. Alors, pour ceux qui ne savent pas, quand on trouve de l'eau dans les poumons, ça veut dire que la personne respirait encore quand elle est tombée dans l'eau. Ce qui veut dire qu'il aurait possiblement survécu à la balle dans la tête que l'on lui a mis. Alors, Raspoutine aurait-il prévu la fin de la famille Romanov ? En effet, la légende raconte qu'il aurait prédit à la tsarine, je cite, « Je mourrai dans des souffrances atroces. Après ma mort, mon corps n'aura point de repos. Puis tu perdras ta couronne. Toi et ton fils, vous serez massacrés, ainsi que toute la famille. Après, le déluge terrible passera sur la Russie, et elle tombera entre les mains du diable. » Raspoutine fut donc assassiné par un noble à la fin de l'année 1916. Et comme il l'avait prédit, un an après, la révolution russe éclatera. Et toute la famille Romanov sera massacrée par son peuple. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Il était un peu différent d'habitude, j'ai changé un petit peu mon style de narration. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner, à aller me suivre sur Twitter, Instagram et à aller nous rejoindre sur Discord. Soutenez-moi gratuitement sur Utip et moi je vous dis à la prochaine.